Bonsoir à tous, bienvenue sur Gabon 24. Dans l'actualité de ce vendredi, la formation médicale continue étant indispensable. Au Gabon, les prescripteurs sanguins du centre hospitalier universitaire d'Ovando étaient en séminaire de renforcement des capacités autour du traitement, la gestion, la collecte et traçabilité du flux sanguin. Santé encore dans ce journal, l'heure est à la mobilisation contre le choléra à Kinshasa. Depuis novembre dernier, la République démocratique du Congo fait face à une épidémie de grande ampleur. Les détails à suivre dans un instant. Et enfin, après 3 jours passés au Chili, le pape François est arrivé jeudi soir au Pérou pour la suite de son voyage en Amérique latine. Bienvenue à tous. D'abord, parlons de la Fondation internationale Elumelu qui a présenté ce vendredi à Libreville un programme entrepreneurial qui a pour objectif l'encadrement, la formation et le financement de près de 10 000 jeunes africains. Lariska Lormamangui et Lardingue Mamba. Discuter des différentes opportunités pour booster l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est l'objectif de la présentation du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Emmener de plus en plus de jeunes entrepreneurs gabonais, puisque c'est un programme qui touche de 7 à 77 ans. Tout le monde, celui qui a une idée, une innovation, un concept qu'il veut lancer et pour lequel il ne trouve pas de financement dans le système bancaire classique, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, de faire ses armes à ce niveau-là, parce qu'il y a le financement, il y a un apport financier, il y a aussi, et peut-être plus important encore, toute la formation, n'est-ce pas, qui entoure ceux-là qui postulent à ce programme. Donc effectivement, l'année passée, donc en 2017, j'ai eu le privilège d'être sélectionné par la Fondation Tony Elumelu et bénéficier du financement de cette fondation. Mais le plus important à retenir dans cette expérience, c'est surtout le contenu des formations qui étaient vraiment pratiques, vraiment importantes et qui nous permettent à nous, en tant que jeunes entrepreneurs, de rester au plus près de notre marché, de tester la viabilité de nos produits et surtout d'avoir le retour de nos clients. Lancé en 2015, ce programme vise la création d'un écosystème intégré qui favorise la formation, l'encadrement et le financement de 10 000 entrepreneurs africains jusqu'en 2024. Être une femme et réussir sa vie d'entrepreneur, c'est possible, mais cela requiert une certaine agilité. La coopérative du lycée technique national Omar Bongo de la commune d'Ovando a donc organisé à l'endroit de leurs collègues une conférence sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Marielle Biogou et Bertin Osaga. Que nous suivrons avant la fin de ce journal. Allons au volet santé, je le disais, formation pour les prescripteurs sanguins du centre hospitalier universitaire d'Ovando qui était donc en séminaire de renforcement de capacité ce vendredi. Les détails dans ce reportage de Ludmila Toutouma. La recherche scientifique et médicale évolue et constitue un élément indispensable au maintien d'une sécurité transfusionnelle de qualité. Une motivation pour les prescripteurs sanguins gabonais qui étaient ce vendredi au centre hospitalier universitaire d'Ovando en séance de formation sur le comment, pourquoi et qui transfuser avec un fonds de la gestion, la collecte et la traçabilité des flux sanguins dans les centres hospitaliers gabonais. Le séminaire concernait essentiellement la transfusion sanguine dans la capacité à disposer et à fournir aux malades les produits les plus sécurisés et les plus adaptés aux malades. C'est-à-dire qu'on ne transfuse plus avec les méthodes antérieures d'il y a plusieurs dizaines d'années, à savoir on faisait passer tout le sang aux malades, on extrait essentiellement ce qui est nécessaire aux malades. Ça peut être pour l'anémie, tout comme ça peut être tout à fait autre chose, mais on est capable aujourd'hui d'extraire l'essentiel et de le donner aux malades. Une formation de pointe qui vient contribuer à un renforcement de la qualité des soins transfusionnels et la sécurité transfusionnelle en milieu hospitalier au Gabon. La transfusion sanguine n'est pas une chose à banaliser, c'est très important. Sans s'en rendre compte, le personnel peut changer les modifications dans la composition sanguine du patient. Et ça, c'est à vie, c'est irréversible. Donc, il est de mieux pour nous de faire plus attention, d'être très rigoureux et très regardant sur la méthode et les techniques de la transfusion sanguine. Les règles sont réellement bien maîtrisées, mais l'essentiel de cette formation tenait à ce qu'une information soit donnée sur les nouvelles modalités
de séparation du sang total qui devait aboutir sur l'indication précise de dons spécifiques des éléments de sang en fonction de ce que le malade avait besoin. Si chaque jour, de nombreux malades bénéficient d'une thérapeutique transfusionnelle substitutive efficace, c'est parce que le processus transfusionnel au Gabon est fiable. Cependant, de nombreuses formations sont nécessaires pour les techniciens du sang au regard de la variabilité et l'exigence de la qualité du processus qui requiert de travailler de façon rigoureuse et s'arrimer à l'évolution médicale. Formation pour les uns, réunion pour les autres. Dans la même journée, les membres du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Libreville, cette fois, étaient donc réunis pour examiner des questions médicales, finances, des ressources humaines et sans oublier les perspectives pour 2018. Alex Nkogue pour le point. 11 000 consultations en 2017. Toutes spécialités confondues, 5 000 patients en consultation par jour. C'est ce qui ressort, entre autres, du conseil d'administration tenu ce vendredi au centre hospitalier et universitaire de Libreville, dans le 3e arrondissement. La direction générale et l'ensemble des membres du conseil ont examiné le rapport d'activité dans le domaine médico-chirurgical, le rapport des ressources humaines et enfin le rapport financier de l'année 2017. Le patron du CHUL évoque les difficultés rencontrées en 2017. Le rapport financier de notre établissement donc, a souffert cette année de beaucoup de manquements. Un, de la diminution de la dotation de l'État. Deux, des retards de paiement de la CNAMJS et d'énormes impayés qui s'élèvent aujourd'hui à 3 milliards de francs, ce qui, alors que la CNAMJS participe à hauteur de 65% de la contribution budgétaire de l'hôpital. Donc tout ça va entraîner donc une diminution de la qualité des soins, une diminution de au niveau de l'accueil et de toute l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital. Malgré les péripéties survenues au cours de cette même année, le responsable de cet établissement souligne son optimisme pour 2018. La plupart des points vont trouver des solutions, on l'espère, rapidement. Les administrateurs vont remonter les informations à leur hiérarchie afin que, pour le bien de tous, la qualité des soins, l'accueil des patients, la formation, parce que l'hôpital universitaire aussi a une vocation, une mission de formation et une mission de recherche. Donc tout cela pour atteindre les objectifs fixés pour 2018. La structure sanitaire, située au centre-ville de la capitale gabonaise, comprend, entre autres, 9 unités d'hospitalisation, une pharmacie, un laboratoire. Elle dispose également de 8 blocs opératoires. Globalement, 696 lits d'hospitalisation sont pourvus pour les patients. Prise de fonction ce vendredi du nouveau président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité et de garantie sociale, Steve Nzego Diego, c'est son nom. Il remplace à ce poste Henri Bekale Akwe. Le nouveau PCA affiche déjà des ambitions en voulant mettre en place un plan quinquennal. Kenyongori et Lewis Midingu pour plus de précisions. Arrivé à la tête de la présidence du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale le 10 janvier dernier, Steve Nzego Dieko a déjà sa vision pour l'institution aux côtés du directeur général en mettant en place un plan quinquennal, a-t-il annoncé ce vendredi à la suite de sa prise de fonction. Lors de la passation de service avec le président sortant Henri Bekale Akwe, j'ai proposé une nouvelle vision, une nouvelle approche managériale au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale où nous pensons pouvoir présenter au conseil d'administration un projet quinquennal de la CNSS pour les 5 prochaines années. Et dans ce projet, en réalité, il s'agit d'assainir et redresser la caisse qui se trouve dans des conditions, on va dire, un peu difficiles. Et donc, nous souhaitons effectivement proposer un certain nombre de réformes, une nouvelle approche managériale axée sur le pragmatisme, l'efficacité et la compétence. Il remplace à ce poste Henri Bekale Akwe après 2 ans passés à la présidence du conseil d'administration. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous passer vos nouvelles charges, vous féliciter une fois de plus et vous dire que je demeure à votre entière disposition, à toutes fins utiles. La nouvelle approche méthodologique que propose la direction actuelle de la CNSS et son nouveau PCA contribuerait
à en croire Steve Nzego Dieko, à l'amélioration de la gouvernance et surtout à répondre aux nouvelles approches managériales, et ce malgré un contexte marqué par la crise économique qui frappe le monde et le Gabon. Sport handball, la Coupe d'Afrique des Nations seniors messieurs se poursuit dans sa 3e journée. Je vous invite à venir avec moi au Palais des Sports de Libreville qui abrite la compétition. Nos reporters sur place, Limbris Boubala, nous font le point de cette 3e journée de vendredi. 3e journée du championnat d'Afrique de handball senior masculin 2018 à Libreville au Gabon. Il y a une heure, les Congolais de la RDC ont su rebondir dans cette compétition en infligeant au Nigeria leur 2e défaite d'affilée 28-21. Les Diables Rouges, quant à eux, se sont inclinés face au Fennec d'Algérie 31-33 en 2e heure. Et les Lions de l'Atlas qui étaient opposés au Palanca Negra ont succombé donc devant une équipe angolaise plutôt expérimentée. Et tout juste derrière moi, comme vous pouvez le constater, ce sont les Gabonais qui doivent notamment faire leur entrée, qui feront leur entrée tout à l'heure sur ce stade. Et dans le cadre de cette 3e journée, c'est également la 3e sortie des Panthères du Gabon. Vous le savez, les Gabonais ont donc 2 victoires et c'est leur 3e match face à la Tunisie. Il va falloir notamment confirmer pour cette équipe du Gabon pour espérer justement poursuivre sereinement cette compétition. Pour Gabon 24, pour vous faire vivre ces moments forts, Fred Ndongo et Limbris Boubala. Messieurs, merci. Ce journal se poursuit s'agissant de la petite reine. Nouvelle victoire de Brenton Jones ce 19 janvier 2018. Déjà vainqueur de la 2e étape, l'Australien s'est imposé sur la 5e, disputée sur une distance de 141 km au Yem-en-Bam. Dans cette course, Jones a notamment devancé l'Algérien Youssef Reguigui. Le maillot jaune reste sur les épaules du Rwandais Joseph Arerora. Pour ce qui est des nouvelles des coureurs gabonais, eh bien, il ne reste plus que 5 représentants dans la tanière des Lions pour la suite. La suite, c'est demain avec la 6e étape au programme Bitam-Oyem, 115 km. C'est d'ailleurs l'étape la plus courte sans grande difficulté tout au long de la route jusqu'au final où les coureurs devront pour la première fois franchir la bosse de la résidence présidentielle à 3 reprises. La suite de ce journal hors du Gabon, je l'annonçais, l'heure est à la mobilisation contre le choléra à Kinshasa, surtout dans le quartier Kanlunka, épicentre de l'épidémie. Les précisions dans ce récit de Larding Mamba. Au total, 803 cas suspects et 32 décès ont déjà été enregistrés depuis le 25 novembre dernier, parmi les quelques 10 millions d'habitants de la capitale de la République démocratique du Congo. L'heure est à la mobilisation contre le choléra à Kinshasa, surtout dans le quartier de Kanlunka, épicentre de l'épidémie au cœur de la 3e mégapole africaine qui souffre de gros problèmes de distribution et d'évacuation d'eau. Notre cousine était malade, on ne savait pas. Elle avait seulement de céphalée intense et elle avait au niveau du bas-ventre, ça lui faisait mal. Après, on a vu de diarrhée, elle faisait des diarrhées. Quand on a vu le médecin, on nous a dit que c'était la choléra. Bon, c'était déjà tard, elle était morte. Nous n'avons pas encore notifié les cas de décès dans la structure de traitement, mais il y a quelques cas de décès communautaires qui étaient signalés. À Kinshasa, la cause première du choléra est le déséquilibre entre la densité des populations et les infrastructures. Le plus grand nombre de cas a été enregistré dans le quartier Kanlunka, qui concentre tous ces problèmes. Forte densité de population, voirie non asphaltée, inondations et manque d'assainissement. 2 actualités au volet justice dans ce journal. Des mandats d'amener ont été émis contre 5 des 8 responsables du comité laïque de coordination proche de l'épiscopat congolais et reconnu par le Vatican. La raison du mandat d'arrêt n'a pas été précisée. De sources concordantes, les responsables du comité se cachent actuellement dans Kinshasa et seraient sous la protection discrète de la MONUSCO, mission des Nations Unies au Congo. En Côte d'Ivoire, procès de l'ex-ministre de la Défense de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le verdict est tombé hier. Moïse Ida Kwasi écope de 15 ans de prison. Les détails avec Larding Mamba. Jugé en assise pour complot contre l'autorité de l'État, Moïse Linda Kwasi, l'ex-ministre de la Défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été reconnu coupable et condamné à 15 ans d'emprisonnement. Ces 3 causes accusées, le colonel Paulin Katenyo Tao, le sergent Serge Pacom du Rambro et Samuel Zadi Baka, un élève officier de la marine, également reconnu coupable, ont écopé chacun de la même peine. Son avocat, maître Félix Beaubré, a dénoncé ce verdict promettant de faire appel
de la décision. Linda Kwasi n'a pas participé, n'est-ce pas, au complot dont il est injustement accusé. Ses co-accusés, dans leur déclaration, l'ont mis hors de cause. Ceux qui sont au centre même des faits allégués l'ont mis hors de cause. Certainement, il a été un des proches collaborateurs du président Laurent Gbagbo et je pense que ici ça l'a desservi. Comme l'a dit mon jeune confrère Gouibi, ce procès n'avait d'autre but que de solder le compte de Laurent Gbagbo, mais par Linda Kwasi interposé. En Côte d'Ivoire, le rouleau compresseur continue de se déchaîner contre les anciens barons de l'ancien régime de Laurent Gbagbo. 15 années de prison, c'est la peine que l'ancien ministre a reçue ce jeudi, ainsi que ses 3 co-accusés. La justice ivoirienne les accuse d'avoir organisé en 2012 une plateforme avec pour intention de renverser le régime d'Alassane Ouattara. Le procès a duré 3 jours et les délibérations, elles en ont fait 3 heures d'horloge. Autre actualité, pour une énième fois, le bilan du Burundi en matière de droits de l'homme a été examiné par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Une fois de plus, on retrouve Larti Gemamba pour le récit. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève a examiné ce jeudi, et c'est là pour la 3e fois, le bilan du Burundi en matière de droits de l'homme. Nous avons la commission Vérité et Réconciliation pour connaître notre passé. Nous avons l'Observatoire pour la lutte contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Nous avons le Conseil de l'unité pour la réconciliation et une série d'associations, de la société civile qui opèrent dans le domaine des droits de l'homme. Pour la mission, le refus du Burundi à coopérer avec la commission d'enquête des Nations Unies démontre la réticence du gouvernement à s'attaquer à la dégradation de la situation des droits de l'homme qui a contribué à la fuite de centaines de milliers de Burundais du pays. Et la question de l'impunité. Nous pensons que nous avons des lois, beaucoup de lois ont été initiées pour ne pas donner place à une quelconque sorte d'impunité. Nous disons, comme les autres pays qui ne sont pas membres du statut de Rome, continuent à réprimer ces crimes, aussi le Burundi s'est engagé sur cette voie de responsabiliser plus les acteurs burundais à apporter une réponse à ces crimes. De lutter contre l'impunité des auteurs de crimes graves contre les droits de l'homme, de veiller au respect du droit à la liberté d'expression, notamment en faveur de la presse indépendante et des défenseurs des droits de l'homme, enfin de garantir le respect des libertés d'association, de réunion et de manifestation, notamment pour les défenseurs des droits de l'homme. Sur la question de l'impunité, le gouvernement de Bujumbura pense que les lois établies permettent de freiner et de proscrire toutes sortes d'impunité. La seule machine de radiothérapie en Ouganda a enfin été remplacée ce vendredi, près de 2 ans après être tombée en panne, ce qui avait, vous l'imaginez, privé les malades du cancer d'un outil crucial pour leur traitement. Mirandanké. La restauration des services de traitement du cancer en Ouganda est une raison majeure de se féliciter. L'AEA est fière d'être partenaire depuis longtemps et en particulier en retirant l'ancienne source et en se procurant la nouvelle machine. Après 2 ans d'arrêt privant les malades du cancer d'un outil crucial pour leur traitement, la seule machine de radiothérapie a été remplacée en Ouganda ce vendredi. Cette machine était tombée en panne en mars 2016. Un tollé général s'en était suivi, car cela avait été perçu comme une nouvelle preuve de la détérioration du système de santé ougandais. Je tiens à dire que le service de radiothérapie a été restauré dans ce pays et nous allons maintenant aller de l'avant sous une forme nouvelle.
Ces 2 dernières années, les patients ougandais étaient redirigés vers le Kenya voisin pour aller se faire soigner, un trajet au prix inabordable pour certains d'entre eux. Pour le Premier ministre ougandais Ruyakada Rugunda, la nouvelle machine Cobalt 60 d'un coût de 815 000 $ participait de l'objectif de devenir le centre d'excellence en Afrique de l'Est en matière d'oncologie. Ce ne sera pas seulement pour les patients ougandais, mais comme vous le savez, de meilleurs services, de bons services, des services de haute qualité qui deviennent actifs et appellent les patients où qu'ils se trouvent. En fin de compte, ce sera un centre pour l'Ouganda et un centre pour la région. Dans le gouvernement chinois à l'Ouganda en 1995, elle avait permis de soigner et d'atténuer les douleurs de quelques 30 000 patients par an venus de toute l'Afrique de l'Est à l'Institut du cancer dans l'hôpital de Moulago, le principal de la capitale Kampala. Des journalistes philippins ont manifesté aujourd'hui à Manille contre la révocation de la licence du site d'information, rappelé accusant le gouvernement du président Rodrigo Duterte de porter atteinte à la liberté de la presse. Linda Gaël Makanga nous fait le récit. Pour défendre un site d'information dont la licence n'est pas reconduite, environ 200 journalistes et sympathisants, pour la plupart habillés de noir, se sont rassemblés dans le nord de la capitale aux Philippines, brandissant des pancartes avec des slogans luttant contre la dictature de Duterte ou défendant la liberté de la presse. Je bouge beaucoup depuis très longtemps. J'ai traversé différents pays et je les ai regardés se diriger d'un régime autoritaire et géré par une personne vers la démocratie. Et nous n'allons pas laisser les Philippines revenir en arrière vers, je ne sais même pas comment l'appeler. Mais nous vivons cela maintenant. Vous voyez sous vos yeux un effort très concerté pour changer cette démocratie. Le régulateur boursier philippin avait annoncé le 15 janvier avoir révoqué les certificats d'enregistrement du journal et de sa société mère pour violation d'un article de la Constitution réservant la propriété des médias aux Philippins. Faites la lumière, prenez position. Ce sont des pouvoirs constitutionnels que nous avons. Nous sommes protégés par la Constitution, mais nous avons été dépouillés de ces protections en ligne. C'est le premier pas, non ? Nous devons récupérer cela et réaliser que c'est une guerre à l'usure. Lancé en 2012, le journal critiquait notamment la guerre anti-drogue de Duterte. Indigènes spoliés, migrants illégaux, scandale de pédophilie au sein de l'Église. Le pape François poursuit son voyage en Amérique latine, rythmé par des sujets sensibles, avec une nouvelle étape de 3 jours au Pérou. Il arrive donc dans un pays enfoncé dans une profonde crise depuis la grâce accordée à Noël, au mois de décembre, à l'ex-président Alberto Fujimori, condamné pour corruption et crimes contre l'humanité. Au cours de sa dernière étape au Chili, une messe devant 50 000 personnes a été célébrée sur un bandeau de sable entre mer et cordillère andine. Le pape a abordé le sujet emblématique de son pontificat, la défense de migrants de la planète. Et puis, parlons de ces 3 dernières années en Suisse qui sont les plus chaudes jamais enregistrées. Et le rythme du réchauffement planétaire constaté durant cette période est exceptionnel selon l'ONU. L'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le réchauffement climatique. Les 3 dernières années sont les plus chaudes enregistrées sur la planète. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que 2017 était l'année la plus chaude jamais enregistrée, à l'égalité avec 2015, et nous pouvons également dire que cette même année fait partie des 3 années les plus chaudes. Ces 3 années les plus chaudes sont 2015, 2016 et 2017. Sous l'effet d'un puissant Nino, phénomène connu pour pousser à la hausse la moyenne mondiale des températures qui vient tous les 3 à 7 ans affecter la température, courant et précipitations, 2016 se trouve en tête de liste avec 1,2 degrés Celsius de plus qu'à l'époque pré-industrielle, alors que 2017 décroche le record de l'année sans Nino la plus chaude jamais constatée. Les records de température annuels étaient autrefois battus en moyenne tous les 13 ans, de 1981 à 2017. Ces records sont battus plus régulièrement tous les 3 ans, ce qui démontre combien la tendance augmente toujours plus et on peut penser à une accélération de la vitesse avec laquelle ces records sont battus.
Avec l'accord de Paris en 2015, la communauté internationale s'est engagée à contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés Celsius. Et avec la tendance actuelle statistique du réchauffement, on peut déjà prévoir que d'ici 2060-2070, on pourra atteindre ce seuil. Et cet aspirateur qui vogue sur l'eau pour ramasser les détritus qui flottent dans les ports grâce au robot Gilet Fishbot, c'est son nom, c'est un robot méduse. Il est en rodage depuis jeudi dans le port de Cassis. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône en France. Ces 3 inventeurs espèrent conquérir la Côte d'Azur. Il mesure 70 cm, pèse 16 kg et traîne derrière lui un simple filet dans lequel viennent s'amasser papier, feuilles ou encore canettes au fur et à mesure de ses allées et venues entre les coques des bateaux. C'est un robot méduse qui aspire les déchets sur l'eau. Je fais de la plongée sous-marine, de la voile et j'étais régulièrement frappé par la quantité de déchets présents sur le littoral méditerranéen, que ce soit sur la côte proche de Marseille, en Sicile ou même au Liban, où il y avait énormément de déchets. Chaque fois que je plongeais, je rencontrais énormément de déchets. Et je me suis dit, il faut que je trouve... Je sais faire la robotique, je sais faire de l'intelligence artificielle qui permette de rendre autonomes des robots. Donc pourquoi ne pas les utiliser pour un enjeu environnemental et pour éviter que des déchets se dispersent en mer. Le nouvel appareil, bien efficace dans sa tâche, nécessite un entretien permanent et un coût pour le remplacement du filet utile à son fonctionnement. Il est muni d'un filet à l'arrière du robot, donc qui permet de collecter les macro-déchets flottants. Donc ce filet a une contenance de 80 litres. Il peut être vidé ou jeté avec tous les déchets. Il est très peu coûteux vu que chaque filet coûte environ 30 centimes d'euros. Équipé de lingettes, le robot peut également absorber les hydrocarbures produits par les moteurs des embarcations à quai et qui brillent sur la surface de l'eau. Ce journal va se refermer, mais avant, voici le rappel des principaux titres. Au Gabon, les prescripteurs sanguins du centre hospitalier universitaire de Vindo étaient en séminaire de renforcement de capacité ce vendredi autour du traitement, la gestion, la collecte et la traçabilité du flux sanguin. Santé encore dans ce journal, on l'a vu, l'heure est à la mobilisation contre le choléra à Kinshasa. Depuis novembre dernier, la République démocratique du Congo fait face à une épidémie de grande ampleur. Les détails, on l'a vu dans un reportage dans ce journal. Et enfin, après 3 jours passés au Chili, le pape François est arrivé jeudi soir au Pérou pour la suite de son voyage en Amérique latine. C'est l'essentiel de l'actualité à livrer ce soir. Elle continue. Restez sur Gabon 24. Juste après moi, Armel Joué-Mbogo. Ce week-end, d'une autre équipe pour vous livrer l'information. J'aurai plaisir à vous retrouver dès lundi 18 h. La rédaction vous remercie de nous avoir suivis.